Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour notre rendez-vous sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Fouad Boussouf. Il est danseur, chorégraphe. C'est le nouveau directeur du Centre chorégraphique national, le Phare. Fouad Boussouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chorégraphe, directeur artistique du Phare, notre Centre national chorégraphique. Et vous venez d'arriver au Havre. Oui. Alors, on est très heureux de vous accueillir et on aimerait évidemment vous connaître davantage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Je crois que vous avez commencé la danse assez jeune. Alors, oui, j'ai commencé assez jeune. Alors, tout d'abord, moi, je suis danseur. Alors, on danse tout le temps. Danseur, chorégraphe et donc directeur du Centre chorégraphique national, le Phare. Moi, j'ai commencé la danse en arrivant en France. Parce que je suis né à l'étranger, je suis né au Maroc et je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Et j'ai découvert la danse vers 12 ans environ. Et la danse a été simplement une rencontre un peu presque hasardeuse. D'abord par la télévision, parce que je voyais des clips de Michael Jackson, pour citer le personnage principal qui m'a inspiré au tout début. Et puis rapidement, la danse était un endroit de liberté, tout simplement. Et puis d'équilibre, comme j'aime à dire, c'est-à-dire à la fois on se dépense physiquement, c'est de la danse hip-hop, en autodidacte au départ, et puis il y avait la créativité, créer, essayer d'être le plus original, le plus authentique possible aussi. Et j'ai rapidement trouvé un bel équilibre, qui m'a construit aussi, qui m'a forgé ce caractère, on va dire ça comme ça. Voilà. Oui, c'est une danse urbaine, donc à pratiquer dehors. Au début, oui. Parce que quand on regardait les clips vidéo, on voyait aussi ces danseurs hip-hop, comme on les appelait, urbains, dans les rues. Voilà, c'est une danse qui appartient aussi à ce... C'est une danse, en tout cas une culture particulière qui vient majoritairement de la rue, oui, mais qui n'est pas restée très longtemps dans la rue, en fait. Enfin, qui continue, mais qui n'est pas exclusivement dans la rue. Et la rue, c'est parce que c'était gratuit, parce que c'était accessible, et parce que c'était très bizarre, parce qu'on avait à la fois pas peur on pouvait se retrouver dans la rue un peu seul, comme ça, à l'abri des regards, et en même temps on avait envie d'être vu. Oui. C'est très paradoxal. Oui. Et vous n'hésitiez pas, j'imagine, à essayer, à rater, à réessayer. Il y a un sens de l'effort aussi, il me semble, quand même. C'est clairement une danse de persévérance, c'est une danse de ténacité où il faut à chaque fois se dépasser. Et d'ailleurs, le hip-hop lui-même, historiquement, c'est l'idée de se dépasser, de transformer, en fait, quelque part... au départ une violence qui régnait dans certains quartiers aux États-Unis dans les années 70, et comment par l'art et la culture, comment on sublime ça, comment on sublime cet environnement extrêmement violent. Violent et dominant peut-être, non ? Oui, parce que aussi le hip-hop, en tout cas la culture hip-hop, s'inscrit dans une culture de contestation par rapport à une domination, par rapport à une société américaine où, oui, voilà, il y a une, je ne sais pas le dire poliment, mais voilà, il y a des minorités et des majorités, et il y a la minorité dominante et la majorité dominée, population nord-américaine, portoricaine, dans les quartiers défavorisés. Oui. Et cette culture hip-hop, c'est aussi le moyen de contester, de dire ce qu'on a à dire par la danse, par le rap, par l'art pictural. Le slam. Le slam, la musique aussi. Ce sont des belles réponses. La culture a cette force, de manière générale, la culture a cette force énorme de pouvoir changer, transformer les idées reçues des uns et des autres, voilà, en mettant de côté
certaine forme de violence. Et puis ça fait du bien à la fois à celui qui pratique et à celui qui reçoit malgré tout. Oui. Parce qu'il y a une grande énergie qui se dégage de ces battles. Ben, les battles, c'est ça, c'est les fameux battles dont on parle, qu'on voit, qui sont très médiatisés désormais, mais c'est un défi qu'on lance à l'autre, aux autres. C'est surtout, avant tout, un défi qu'on se lance à soi-même. C'est comment se dépasser, comment se surpasser, comment sortir de cet état de comment dire, où on est, comment dire, on est dans un environnement violent, on l'a pas demandé, c'est comme ça, c'est ainsi, et comment on fait pour en sortir, comment on rebondit. Et le défi envers soi-même, c'est d'abord la première chose, je pense. En hip-hop, en tout cas dans les battles, c'est d'abord ça. Ah oui, c'est beau ça. Oui. Vous avez d'ailleurs écrit, je crois, un mémoire, oui. Parce que vous avez fait des études en sciences sociales. Alors oui, j'ai fait des études en sciences sociales, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ça, très honnêtement, mais c'est vrai qu'en faisant de la danse, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de ma petite ville de Romilly-sur-Seine dans l'Aube, où j'ai grandi adolescent, et en pratiquant la danse, je me suis simplement épanoui, ça m'a construit, ça m'a permis de voyager, puis de voyager géographiquement pour aller prendre des cours, pour aller faire des concours de danse, et puis les études, c'est venu, comme je vous disais, c'était pas prévu, mais grâce à la danse, ça m'a transformé, ça m'a juste donné un autre regard sur le monde et sur les autres. Oui, et sur vous-même. Ah, forcément. Oui. Être capable de gagner en confiance, gagner en considération, en estime, ça a l'air de rien, mais c'est ce qui permet de construire des individus. C'est pas le niveau d'études nécessairement, comme on a tendance à le réduire un peu à ça. Et les études en sciences sociales, c'est parce que je suis parti d'un cas un peu personnel en me disant que la danse, ça m'avait bien aidé sur plein d'aspects. Et puis j'ai décidé d'entamer des études de sciences sociales en écrivant sur la danse, comme est-ce que c'était, je ne me rappelle plus du titre exact, mais peu importe qu'il était, c'était des titres à rallonge. Oui, c'était un repli identitaire. Repli identitaire ou facteur d'intégration sociale. Ouais, c'est très à la mode, à l'année 2000, l'intégration sociale. Oui. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, mais concrètement, l'art et la culture, c'est ce qui permet à chacun de nous de s'émanciper, de penser le monde autrement. C'est ça. Voilà. C'est déjà beaucoup. Oui. Et vous avez d'ailleurs signé des premiers spectacles assez tôt. Alors moi, j'ai fait beaucoup de spectacles avec des amateurs, parce que j'ai beaucoup enseigné. Donc les premiers spectacles, en fait, c'était avec des amateurs qui ont voyagé aussi, parce que l'idée, c'était de rencontrer d'autres amateurs en France et à l'étranger, de voir comment on transmettait la danse, comment les jeunes s'emparaient de ces mouvements, qu'on répétait, comment on composait aussi dans l'espace, et ensuite des choses plus personnelles, des solos, puis des pièces comme Zoom, exactement, et des pièces de groupe depuis 10 ans qui voyagent un peu plus, qui sont un peu plus repérés, et désormais avec le CCN Le Phare, j'ai hâte de montrer aussi mon travail, de le partager au public havrais et au public normand. Oui. Vous avez fondé une compagnie ? Oui, qui s'appelle Masala, et parce qu'il fallait tout simplement un statut juridique. Moi, personnellement, je serais bien resté comme ça, c'est pas grave. Mais pour embaucher des artistes, pour établir des contrats, enfin des choses un peu techniques. J'ai fondé la compagnie aussi pour asseoir aussi une identité artistique, c'est important. De dire que, pour être repéré, on passe aussi par un nom, une structure. Son nom est joli. Oui, Masala, c'est en référence à la gastronomie indienne, mais c'est une longue histoire. Mais c'est vrai que moi, déjà j'aime bien le poulet masala et d'autres plats indiens. Oui, les plats épicés. Les plats épicés, comme certains. Je crois que c'est dans Jeune Afrique qui avait titré. Fouad Boussouf, danseur épicé ou chorégraphe. Oui, voilà. Je sais plus. Et aussi parce que la mixture masala, c'est aussi c'est composé de différentes épices du bout du monde.
C'est vrai que moi j'ai l'habitude de travailler avec des danseurs qui viennent du bout du monde et en tout cas qui sont pas du tout comment dire qui sortent pas tous de conservatoire par exemple. Oui. Et moi j'aime les artistes avec qui je travaille parce qu'ils ont une histoire, un parcours moi qui me touche, dans lequel je me reconnais, et puis je trouve que ça participe aussi de la richesse du propos en fait. Ou en tout cas c'est plus c'est plus riche en fait. Ils ont les danseurs que je moi je suis toujours curieux de leurs différences en fait. Techniques, c'est-à-dire qui viennent de la danse hip-hop ou de la danse je sais pas moderne ou contemporaine, peu importe, mais ils viennent avec un bagage, ils viennent avec une histoire, un parcours, et moi je suis très sensible à ça. Oui, et une envie sans doute de travailler plus encore, d'approfondir. Oui, une envie de progresser, une envie d'apprendre aussi à mes côtés, et puis une envie de se confronter aussi à d'autres danseurs qui viennent d'autres esthétiques. Moi j'ai toujours défendu ça, et en même temps je sais pas si c'est vraiment le terme, parce que des danseurs différents, moi ça me donne énormément de matière pour écrire. Ça me donne énormément de matière pour écrire et composer. Les créations, et toutes mes créations elles sont composées de danseurs vraiment très différents, même physiquement d'ailleurs. Oui. Vous êtes connu pour une trilogie. Une trilogie à partir de 2013. Oui, il y a une trilogie sur le monde arabe qui est née suite aux révolutions, au printemps arabe de 2011. Oui. Alors c'est une trilogie qui a son succès, qui est visible. Le trans autour des poèmes de Mahmoud Darwish en 2013, puis Nas en 2018 qu'on verra ici au Volcan le 22 et 23 novembre. Oui, on va prendre rendez-vous. Voilà, et cette pièce est autour de danse tribale, de danse d'Afrique du Nord, de danse folklorique même aussi, et traditionnelle. Alors on a pris des stages aussi de danse d'Auvergne et puis de bretonne aussi. Oui. Et et la dernière, la dernière de la trilogie, c'est en référence à la diva égyptienne Kaltoum. Oui. Avec les poèmes de Omar Khayyam, poète du XIe siècle, qui a beaucoup écrit sur l'amour de manière générale. Et il est connu avec notamment les quatrains d'Omar Khayyam, et cette thématique récurrente sur laquelle il a écrit le vin et le divin. C'est ça. Voilà, donc c'est cette trilogie de 3 pièces, 2013, 2018, 2020. Entre-temps, il y a eu d'autres créations sur des thématiques autres, comme le conditionnement, comme le voyage avec une pièce en extérieur, comme l'accélération du temps, en référence au livre d'Ahmoud Roza sur l'accélération. Vous vous inspirez souvent de littérature ou de textes, de poésie? Toujours. Toujours. Ah oui. Toujours. Un mot, oui, c'est-à-dire, une phrase. Expliquez-moi comment ça se passe. Moi, je pense que, tout d'abord, moi j'ai appris la langue française quand je suis arrivé en France. Je ne parlais pas du tout français. Mon père m'a beaucoup aidé à ce sujet. Il avait un amour de la langue française en tant que Marocain qui est né là-bas, qui a fait ses études là-bas. Oui. Et c'est vrai que en termes, alors il y a déjà ça, j'imagine, je pense que c'est ça. Et puis en termes de créativité, d'imaginaire, un mot, une phrase, un poème, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà énorme pour monter au plateau et travailler autour. Enfin, c'est énorme et à la fois c'est précis parce qu'on a quelque chose une direction claire en fait. C'est-à-dire que un vers, une phrase vous donne des images ou des envies de mouvement, de gestes, de gestuels? Oui, et il y a ça tout d'abord, et puis il y a aussi le message qui est véhiculé de manière peut-être un peu figurative à certains endroits, ou pas, et tant mieux. Ça laisse une certaine marge de... Oui, ça laisse une part d'imaginaire pour le spectateur, et même nous les danseurs d'ailleurs.
Et alors, si je retrouve le dernier texte qu'on utilise sur Omar Khayyam, Oui, par exemple. je pourrais vous lire juste un petit Voilà. extrait Oui, oui. qui doit être ici. Pardon. Oui, oui, allez-y. J'entends. Alors, c'est le poème d'Omar Khayyam du XIe siècle qui est récité qui est chanté par Kalthoum Oui. dans les années 40. 40, de 1940 à 1960 environ, elle a chanté cette chanson qui s'appelle Les Quatrains. Et c'est un texte subversif en fait quelque part qui aurait pu lui coûter la vie à Monsieur Omar Khayyam, mais bon, parce qu'il était savant, parce que c'était un scientifique et parce qu'il était ami des comment dire des rois de l'époque, en tout cas j'ai plus le terme exact. Allez, à cette époque-là du XIe siècle, c'est pas des empereurs, c'était, je vais le retrouver. Des seigneurs, des princes. Des seigneurs et des princes, voilà. Qui était persan et qui a écrit donc en persan. Ça a été ensuite traduit en arabe, puis en anglais, puis en français. Et le texte qu'on récite aussi dans cette pièce, enfin que les danseurs récitent dans cette pièce, en français et en arabe et en anglais. Je vous le récite en français. J'entends une voix qui appelle au milieu de la nuit. Elle crie de l'au-delà. Gens insouciants, réveillez-vous et remplissez le verre du désir avant que ne remplisse le verre de la vie, la main du destin. N'occupe pas ton esprit avec le passé, ni de ce que te cache la vie avant le moment venu, et prends du présent ses plaisirs, car la sécurité n'est pas dans la nature de la nuit. Demain est derrière l'horizon, et ce jour est à moi. Oh, combien est déçue l'espérance en ce qui adviendra. Je ne suis pas insouciant pour voir la beauté de la vie et ne pas y succomber. Réveille-toi, ombre légère, voilà le milieu de la nuit. Abandonne le sommeil et fais la cour aux cordes de musique. Le sommeil n'a jamais allongé une vie et les longues veillées ne l'ont jamais raccourci. C'est un extrait qu'on récite donc en 3 langues dans cette pièce avec ferveur et ça permet aussi de faire connaissance avec ce poète, avec cette époque aussi. Et voilà, c'est un exemple de source d'inspiration. Oui, oui. Je crois que le titre, le sous-titre, le titre de votre projet pour venir au Havre, c'était Enchanter le quotidien. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Enchanter le quotidien parce que c'est pas un sentiment, mais c'est juste comme je suis très instinctif et je me dis mais dans quel monde on vit, on s'enferme un peu plus. Surtout après cette période. Alors il y a eu ça, mais même un petit peu avant, je trouvais déjà il y avait un sentiment un peu de pas très joyeux. Enfin voilà, moi je suis plutôt très joyeux, très spontané, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Et j'avais envie simplement d'abord par mes créations, et là ce projet Enchanter le quotidien, c'était le souhait de peut-être aller réveiller peut-être un endroit de l'imaginaire, en tout cas de le secouer un peu. Donc, je trouve que notre imaginaire est un peu assoupi, et le réveiller par la danse, par la musique, par l'art, la culture de manière générale. Et Enchanter le quotidien, c'est aussi c'est ça, c'est permettre au public de renouer avec ce qui fait de nous des êtres de culture, en fait. On est des êtres sociaux, des êtres de culture, et c'est une nécessité, la culture. C'est une nécessité au quotidien. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte, là, particulièrement par défaut, puisqu'on a été privé, la culture étant considérée comme, entre guillemets, non essentielle. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de mal à rester, comme vous dites, vivant. Sans spectacle vivant, sans danse, sans théâtre, enfin bref, sans rencontre avec l'art, avec les artistes, sans cet échange-là. Oui, on en a besoin, sans évasion. Je veux dire, il faut s'évader de notre des quotidiens qui peuvent être un petit peu difficiles à certains endroits, bien sûr, mais s'évader, c'est aussi recharger notre énergie intérieure, c'est aussi innover en termes de recherche. On voit bien les chercheurs, ou en tout cas tous ceux qui sont notamment dans les startups, pour être inspirés, ils ont besoin d'aller voir des spectacles, ils ont besoin d'aller voir autre chose, de s'évader.
Et ça, en termes, c'est très concret. Parce qu'ils ont un objectif derrière, c'est-à-dire imaginer, innover, mais nous, au quotidien, je ne sais pas si j'en fais partie, parce que je joue le rôle d'artiste, mais le public lambda, j'ai envie de dire, c'est une nécessité, même quand on n'en a pas nécessairement conscience. Je veux dire, on va au bureau, on rentre chez soi, c'est très bien, mais pour prendre un exemple un peu comme ça, bateau, mais voir un spectacle, écouter de la musique, voir un film, ça a l'air de rien, mais c'est quand même extrêmement... à la fois c'est agréable, et en même temps, j'ai l'impression, enfin j'ai même pas l'impression, j'en suis sûr, ça nous rend plus joyeux, plus heureux, puis ça se partage. Oui, voilà. Ça se partage. Alors que j'ai l'impression que les écrans, pendant les périodes de confinement, pompaient plutôt notre énergie, alors qu'un artiste, dans le fond, nous communique la sienne et recharge nos batteries, on pourrait dire. C'est pas les mêmes émotions, c'est sûr. C'est pas les mêmes émotions. Néanmoins, il y a une chose quand même qui a été intéressante avec les écrans, c'est que nous, par exemple, on a pris on s'est dit, bon, comme on n'a pas possibilité de se rencontrer, via les écrans, on va filmer de la danse. Alors bien sûr que c'est pas du tout la même chose que du spectacle vivant en direct. Néanmoins, ça a quand même permis aux gens qui n'allaient pas au théâtre, à un moment donné, de rester accrochés à un écran pour voir un peu de danse ou autre chose. C'est le petit avantage de cette période. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, dans votre projet, vous n'allez pas rester à l'intérieur des murs. Vous avez projeté de sortir également. Ah oui. Oui, parce que pour rencontrer les publics, il faut aller à leur rencontre, tout simplement. Et il faut aller là où ils sont, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur lieu de vie, enfin, lieu où ils vont et viennent, c'est-à-dire, je sais pas moi, dans la rue, sur une place publique, dans un parc, aller leur proposer des spectacles, des manifestations artistiques. Ils peuvent en être acteurs d'ailleurs, parce que j'imagine des manifestations participatives, et proposer des spectacles de type de danse avec un grand D. Il n'y a pas de la danse hip-hop ou de la danse contemporaine ou de la danse ou de la danse, peu importe en fait. C'est des corps en mouvement, c'est des corps qui racontent une histoire, et puis c'est des émotions qui sont véhiculées par un corps à un endroit donné, à un moment donné, et ça peut rencontrer peut-être des... ça va rencontrer des gens, c'est sûr, mais peut-être des gens qui vont se dire, mais pourquoi Voilà, peut-être que j'ai envie de venir voir un travail. C'est ça. Je crois que vous l'avez réussi, c'est à Lyon, non de faire danser des amateurs, un grand groupe, il me semble. Oui, à Lyon, il y avait un gros projet. Alors, je suis artiste associé à la Maison de la Danse de Lyon depuis 2 ans, et on continue d'ailleurs le partenariat. Et l'objectif était, à la fois de produire, de diffuser des pièces qui ont eu leur succès au plateau, et en même temps de mettre en scène, enfin de créer un spectacle pour des amateurs. Et le dernier projet qui a vu le jour qui a été présenté courant mars, c'est Récit, avec un S, et c'est 140 personnes. 140 au plateau. Quel défi! Exactement. C'était un gros challenge avec 8 groupes. Alors il y avait des enfants CM2, collégiens, enfants en décrochage scolaire, enfin jeunes en décrochage scolaire de 3e, lycéens, étudiants, femmes victimes de violences familiales, et enfants en situation, jeunes en situation de handicap. Et voilà, ces groupes, on a travaillé avec nos danseurs qui sont aussi des très bons pédagogues. Bravo à eux et merci, parce qu'ils ont fait un remarquable travail avec ces groupes et chez eux aussi, parce que la Maison de la Danse ne peut pas accueillir tout le monde en même temps, donc on allait travailler chez eux. Et ils sont montés au plateau pour à peu près 45 minutes. Pour un travail abouti de 45 minutes, c'était vraiment... Bravo. Merci à mes équipes, merci à la Maison de la Danse pour toute la logistique, l'organisation. Un gros travail a été fait à cet endroit-là. On m'a dit que c'est un programme formidable pour le Havre. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs culturels sur le territoire, et il y a beaucoup de choses à faire, au sens où il y a une belle énergie, il y a une envie. Et puis il y a aussi
j'ai l'impression, une espèce de renouveau Oui, qui permet, à mon avis, je sais pas, j'ai ce sentiment qu'on peut faire des choses d'ici 1 an ou 2 pour un temps relativement court, oui, vraiment formidable avec cet outil qu'est le CCN. oui, Et pas que d'ailleurs, parce que je compte aussi sur tous mes oui, collègues et partenaires du Oui. territoire, du Havre et de la Normandie, parce qu'il ne faut pas oublier C'est non ça. plus oui, oui, la région. bien sûr. Mais en tout cas, je sens une belle, il y a une belle effervescence, il y a quelque chose qui m'encourage, qui me dit, ben voilà, oui, on va faire des choses un peu, à la fois conventionnelles, un peu classiques, j'ai envie de dire, Oui, et en même temps des folies, j'allais dire, des choses un peu plus folles voilà. en deuxième temps. Ben, dites, je crois qu'on sera très très content d'être accompagné et de vous accompagner, d'échanger avec vous dans cet avenir que vous nous brossez et ça nous fait plaisir parce qu'on a besoin en ce moment particulièrement d'énergie, de joie et je sens que vous allez nous en communiquer. Merci à vous. Merci à vous, merci pour l'accueil du Havre, des Havrais et des Normands. Je découvre cette région, je découvre cette ville depuis 1 an et j'en suis ravi et vivement qu'on se croise pour un spectacle Voilà. ou pour des choses, voilà. On va trouver des événements, on va se retrouver à des événements festifs, joyeux et voilà, je Très bien. hâte de vous retrouver. À très vite. Merci beaucoup. Merci Merci bien. Fouad Boussouf. Un Merci. grand merci. Nous écoutons Nas El Diwan, un groupe marocain qui a accompagné Fouad Boussouf, notamment dans sa création de 2018 intitulée Nas. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notons 2 rendez-vous le 31 mai dans le cadre des aspects de la comédie française, c'est le cinéma Le Studio qui nous présente un film de Bruno Podalides qui s'intitule Comme un avion. Il est présenté par Yuri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Eclipse. Notre 2e rendez-vous, bien sûr, c'est le 20e anniversaire du Polar à la plage, du 4 au 12 juin 2022. Les Encres Noires, cette année, vont pouvoir monter leur chapiteau à 2 pas de la mer pour accueillir auteurs, dessinateurs, musiciens. Lecture, débat, théâtre, cinéma, court-métrage, conteurs, pour notre plus grand plaisir. Et le 9 juin, n'oublions pas la nuit du court-métrage au Sirius. Voilà, bonne semaine à vous, à bientôt, n'oubliez pas de réadhérer, soutenez-nous, au revoir.